Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques secondes. Veilleux. Donc, merci aujourd'hui de prendre de votre belle matinée pour passer du temps avec nous. Donc, je me présente, Sébastien Mignaco, je suis directeur de compte dans le secteur public chez Cisco. Puis, on est en compagnie de mon collègue Marc Nacad, qui est également architecte du côté des solutions de centre de données, et Étienne Hugues Fortin, qui est architecte du côté des ITI. Donc, l'objectif de la journée ou de la session aujourd'hui, c'est simplement de démystifier un peu la plateforme Cisco Unified Edge. Essentiellement, cette plateforme-là, elle a été mise sur le marché pour rapprocher le plus près possible le traitement des données des usagers. Donc, essentiellement, l'intelligence artificielle amène beaucoup de changements dans vos organisations et de pouvoir traiter ou d'inférencer le plus près possible du edge. Il y a plusieurs cas d'usage, donc on va parcourir avec Étienne Hugues, qui font en sorte que ce genre de plateforme-là devient assez intéressant. Donc, l'agenda de la session aujourd'hui, c'est assez simple. On est en petit groupe, donc n'hésitez pas si vous voulez poser des questions. L'objectif, c'est qu'on puisse démystifier ça pour vous. Vous simplement lever la main, puis on va vous unmuter pour que vous puissiez poser votre question. Donc, n'hésitez pas. Donc, l'agenda, on parcourt les différents cas d'usage, pourquoi ce type de technologie-là est importante, pourquoi il faut la considérer. On va faire une présentation. Marc Nacad va faire une démonstration de la plateforme. Par la suite, on va pivoter avec un prochain événement qui va se tenir le 17 juin prochain, un atelier technique si vous voulez aller forer davantage sur cette technologie-là. Donc, sans plus tarder, Étienne Hugues, je te laisse la parole. Puis, bonne présentation. N'hésitez pas, s'il vous plaît, posez vos questions. Merci, Seb. Et je fais le contrôle de slide. Donc, Étienne Hugues, tu peux me dire next quand tu es prêt. C'est bon. Donc, comme Sébastien disait et comme Marc va vous présenter tantôt, vous le savez, il y a des milliards d'objets connectés qui génèrent des datas en continu sur l'ensemble de la planète. Ce qui fait que tous ces systèmes-là envoient des tonnes de données en tout le temps, dans le fond, ce qui provoque un goulot d'étranglement dans les centres de données. La distance amène aussi une latence, comme tout le monde le sait, puis ça s'accumule de transaction en transaction. Donc, plus il y a de données qui rentrent, plus il y a la latence qui s'accumule. Puis aujourd'hui, si on n'a pas de TI en périphérie, la dépendance au réseau est telle que si j'ai plus de réseau, ben, je ne reçois plus mes données, donc je ne peux pas prendre action, je ne peux pas faire de traitement sur rien. Avancez, Marc. Donc, c'est quoi l'informatique en périphérie? Le edge computing, comme on entend dans le terme anglophone d'origine, c'est de rapprocher la puissance de traitement de la source des données. Donc, on va être capable de faire l'analyse et le stockage des données directement à l'endroit où elles sont créées, ce qui va permettre de faire du filtrage des données, puis de prendre des actions instantanément, en plus de permettre de continuer le traitement, même si on perd l'accès au réseau. Ensuite, ces données-là, une fois qu'elles sont filtrées, en fait, on les réduit à ce qu'on a vraiment besoin d'avoir dans le centre de données pour faire des analyses plus poussées, mais au moins, on a déjà fait un préfiltrage pour diminuer, dans le fond, la quantité d'informations qu'on envoie. Prochaine slide. Fait que les bénéfices, évidemment, sont très clairs. On a une latence ultra faible parce qu'on est directement à côté des données. On a une réduction massive des coûts de bande passante parce qu'on envoie juste un résumé, dans le fond, ou un sommaire des données, et non pas l'ensemble des données. On a un fonctionnement ininterrompu quand il y a une panne de réseau, parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin de parler au centre de données principal pour continuer à opérer. Puis, ça permet de sécuriser et d'avoir la gouvernance des données qui sont propres à la localisation. Donc, si on a une organisation qui est mondiale, ben, ils vont pouvoir avoir rencontrer, dans le fond, les exigences de la France quand ils sont en France, des États-Unis quand ils sont aux États-Unis, du Canada quand ils sont au Canada. Prochaine slide. Fait que les cas d'usage type qu'on rencontre aujourd'hui, bon, on entend parler de l'industrie 4.0. C'est une des places où le edge computing est très utilisé. On veut permettre à des usines ou à en fait, pas mal toujours à des usines qui sont
à distance, de continuer à fonctionner et de pouvoir avertir qu'il y a des maintenances qui s'en vient sur certains équipements ou d'arrêter si justement il y a un bris sans qu'il y ait un opérateur ou sans qu'il y ait un système intelligent qui est à distance ou qui est même dépend d'un autre pays d'agir. On peut voir ça dans la santé connectée. On voit ça dans le commerce de détail. Donc, avoir, par exemple, si on prend un exemple, un Dollarama qui a des succursales un peu partout, ben, je veux que mes succursales soient capables de fonctionner, même s'ils sont plus capables de parler à la centrale, donc continuer à faire des opérations. On voit ça dans les caisses autonomes aussi. On voit ça beaucoup dans les aéroports maintenant, où ce que tu prends ton sandwich, tu passes à la caisse, puis merci beaucoup, bonjour, tu n'as jamais parlé à personne, tu n'as jamais vu personne. Ben ça, pour que ça puisse continuer à fonctionner, même si je n'ai pas accès au centre de données principal. C'est aussi utilisé dans le transport pour les véhicules autonomes, mais même sans les véhicules autonomes, il y a certaines compagnies au Québec actuellement qui ont, dans le fond, que leur camion envoie des données en temps réel. Il y a des stations installées le long de certaines autoroutes qui permettent de recevoir ces données-là, de les traiter, d'opérer, puis ils vont pouvoir ajuster en fonction du trafic ou de différents facteurs, de dire au chauffeur, ben, tu vas changer ta trajectoire, puis tout ça se fait en temps réel. La prochaine slide, Mike. Évidemment, il y a des enjeux et des défis à faire du edge computing. On a une sécurité qui est dispersée, parce qu'on a des sites un peu partout. Ça multiplie la surface d'attaque. Complexité de gestion. Si j'ai 200 sites à gérer, ben, ce n'est pas la même chose que d'avoir un centre de données. Donc, il faut que je sois capable de gérer l'ensemble de ces équipements-là qui sont un peu partout. L'hétérogénéité, ce n'est pas nécessairement toujours la même solution qui va permettre de rencontrer l'ensemble de mes besoins. Donc, il faut que je sois capable de gérer peu importe le type de technologie que j'ai besoin dans ce système-là. Puis, évidemment, il y a les investissements matériels au départ, que là, ben, si j'ai 200 sites, j'ai 200 équipements à acheter au lieu d'avoir un plus gros peut-être équipement au centre de données. Fait que c'est ce que Marc va nous présenter comment Cisco rencontre ces différents enjeux et défis-là. À toi, Marc. Merci, Étienne. Ça me date un peu parce que là, tu as parlé de l'industrie 4.0. Je pense que moi, j'ai perdu le fil après Internet 2.0. Mais je m'excuse d'avance. Le contenu des slides est en anglais, mais je l'ai fait en français. Tout simplement pour continuer l'écho de ce que Étienne Hugues a démontré, ben, basé sur ce qui est en train d'arriver dans l'industrie en général, ben ça, c'est les 4 piliers de focus chez Cisco dans la plateforme de serveurs par rapport à l'innovation. Fait que, on essaie de pousser pour l'excellence opérationnelle. Et dans ça, c'est pas compliqué. On dit toujours que on est sous de la pression de coûts, on doit faire plus avec moins. Comment on est capable de simplifier, puis outiller nos équipes pour en faire plus et d'être de plus en plus autonome avec ça. Et je vais vous donner quelques exemples qui sont quand même intéressants. Je ne parlerai pas beaucoup de AI parce que je pense qu'on entend parler tous les jours, plusieurs fois par jour, en tout cas dans ma réalité à moi. Le edge computing, qui est de plus en plus valable et une des raisons pourquoi, comme Étienne l'a mentionné, c'est qu'on génère beaucoup de données maintenant sur sur le edge du réseau, pas vraiment dans le centre de données. On veut la traiter localement, la donnée, la synthétiser et l'envoyer pour prendre l'action dessus. On parle de caméras, mettons, qui prennent toutes sortes d'informations pour les caisses intelligentes. Tu ne veux pas nécessairement faire ce genre de traitement dans le centre de données. Et on parle aussi de responsabilité corporative pour le sustainability. Donc, notre approche, c'est naturellement continuer d'essayer de moderniser les centres de données et les technologies pour les workloads traditionnels, scaler pour les workloads de AI, mais pas créer des silos de technologies différents qui ont besoin d'un skill set différent pour être gérés et qui demandent une expertise complètement, en fait, à part et gérer des paquets de technologies pas réutilisables. On a toujours voulu faire une chose avec notre technologie, c'est faire en sorte qu'elle est unifiée pour la gestion. Et quand je dis unifié, on parle aussi beaucoup de flexibilité. Ça veut dire qu'on a un genre de plateforme qui est capable de rouler et des containers et du VMware, mettons vSAN ou de l'hyperconvergé. En fait, n'importe quoi qui est la saveur du jour ou le pivot des technologies qu'on essaie de faire,
on veut offrir à nos clients le bénéfice de le faire. Ça fait longtemps qu'on le fait avec nos plateformes de serveurs dans le centre de données, mais c'est quelque chose qui est en train d'exploser avec le Edge qu'on voulait essayer de redupliquer. Et c'est ça qu'on a fait. Ça fait déjà 1 an et demi avec cette plateforme-là. Puis elle est en train de prendre beaucoup d'expansion par rapport à la capacité de gestion. Donc, ça, c'est tout simplement un recap de ce que Étienne Hugues avait dit, c'est que dans le passé, on générait beaucoup, la plupart des données étaient générées dans le centre de données, puis on the Edge, c'était à peu près un 10%. Mais d'ici 2027, 2028, 2029, on parle d'un shift de création de contenu et on ne parle pas de TikTok vidéo sur Internet qui sont un peu inutiles. On parle vraiment de données utiles dans les magasins, dans les succursales, dans le Edge, qui ne sont pas vraiment dans le centre de données. C'est un chiffre de 10% à 75% de données qui vont être générées dans ces contextes-là, où est-ce qu'on est capable, on va vouloir prendre action ou intelligente là-dessus et l'actionner avant de la synthétiser et l'envoyer dans le centre de données. Et c'est pour ça que l'opportunité pour nous de venir aider nos clients avec les technologies de Edge sont nées. Bon, ça c'est, je vais passer vite sur ça. En fait, je vais la passer cette slide parce que Étienne a déjà très bien parlé un peu du use case et du modèle. Donc, pour nous, c'est clair que quand on commence à parler de ce genre d'approche-là, le statu quo n'est plus vraiment une option. Avoir des racks pardon, de patch panel avec tu sais, des pièces différentes, avec, qui ont besoin qui sont incompatibles, qui ont besoin d'expertise différente et qui changent d'endroit en endroit ou de pays en pays, c'est plus vraiment une option pour nous. On est parti d'une page blanche pour essayer de recréer un peu ce qu'on avait très bien fait avec UCS quand on est rentré dans le domaine des serveurs en 2010. Donc, excusez-moi pour les animations. Est-ce que les slides sont à jour, Étienne? Fais-moi un thumbs up parce que c'est toi que je vois. Oui, ça, merci. Donc, on ne voulait pas créer un serveur, on voulait vraiment créer une plateforme pour les demandes de Edge. Et donc, c'est avec ceci qu'on a créé, ben, si vous voyez ça, c'est un très beau châssis vide qui s'appelle Cisco Unified Edge, qui est un beau boîtier de CATU qui a 5 fentes vides dans lesquelles on peut faire ce qu'on veut en termes de configuration. On peut mettre 5 serveurs si on voulait est tout géré par un seul fil potentiellement qui sort du châssis, en plus des 2 power naturellement, ou on peut mettre la combinaison de 3 serveurs avec 2 secure routers de Meraki dans ce format-là, qui nous donne la possibilité de faire du PoE on the edge ou de changer beaucoup la donne pour tout ce qui est edge. Et ce ne sont pas des serveurs qui roulent des processeurs ARM, c'est vraiment du Intel Xeon 6 switch on processor on board, ça veut dire que, pardon, processor on board, ça veut dire que le CPU est fusionné dans le serveur en tant que tel. Et ce genre de plateforme est fait pour rouler où est-ce qu'un humain peut travailler. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'un centre de données ou d'un 4-pulse rack pour être monté. Je vais vous montrer quelques exemples par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on peut rouler là-dessus? Ben, c'est écrit en bas, mais j'ai une plus belle slide qui peut le montrer. Ce sont des plateformes qui roulent tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui comme contenu, que ce soit des containers qui sont très populaires pour essayer de monter dans un monde hybride lorsqu'on va déplacer un peu ces données-là, des Linux, du Nutanix hyper convergé, du Hyper-V. On est en train de qualifier aussi, pardon, Azure local. Azure local dessus. Et on a naturellement VMware traditionnel, mais aussi VMware vSAN ESA, qui est la nouvelle architecture de leur storage en objet. Puis c'est parce que c'est basé sur il n'y a plus des groupes avec des contenus de cache et spinning drive, c'est tout basé sur du NVMe ou du SSD. Donc, c'est quand même assez intéressant. On est capable de rouler n'importe lequel de ces serveurs sur n'importe lequel des serveurs qui vont être dans le système. On peut naturellement les changer aussi à travers le temps. Mais c'est la façon dont on va pouvoir déployer ça qui est vraiment innovatrice et qui change un peu la donne pour la gestion de serveurs ou de fleet. Comment on dit fleet en français? Une flotte. Une flotte. Merci. Donc,
Essentiellement, à quoi ressemblent ces serveurs-là? Bon, ce sont des serveurs, comme je vous ai dit, pour le edge du réseau qui sont basés sur du Xeon 6 de Intel, qui ont ça sur le motherboard. On a et les CPU qu'on a choisis pour commencer au début, ce sont des Xeon 6 de 12, 20 ou 32 cœurs. Donc, on part avec le board qu'on veut. Et à l'intérieur de cette boîte-là, ben, on va pouvoir avoir plein d'options de connectivité et ou, mettons, d'objets PCI. On peut avoir des boîtes qui sont configurées pour des disques durs qui sont en hot swap, naturellement, pour de l'hyperconvergé. On est capable de configurer les fentes de entrée-sortie pour des cartes réseau additionnelles si jamais on voulait créer un genre de OT avec un réseau complètement à part. Mais ceci n'est pas nécessaire. Comme je vous avais dit, on peut avoir un châssis complet avec tout ce qui se parle à l'intérieur à haute vitesse, à 25 gigs ou 100 gigs, avec un fil qui sort sur le réseau. Fait qu'imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hyperconvergé. On peut même créer des cartes pour les puristes comme vous, les anciens, des cartes PCI qui sont avec du Fiber Channel pour sortir vers un SAN externe si jamais on voulait le faire. Et naturellement, on est capable aussi de changer ça pour un objet. On fait une fente PCI pour mettre des GPU. Et c'est là que ça commence à être intéressant parce que là, c'est pas des GPU de faible capacité. On peut avoir des GPU comme des RTX 4500 et RTX 6000 dans ces lames-là pour pouvoir commencer à faire du sérieux processing de AI, si jamais on le voulait. Et encore une fois, ceci peut aller dans n'importe laquelle des fentes. On peut remplir le châssis au complet euh, ou on peut utiliser une combinaison de serveurs et de switch Secure Router Meraki dont je vais discuter dans quelques slides. Et encore une fois, ça c'est pour juste rementionner que c'est du Xeon 6 Switch on Chip. Ça veut dire que c'est soldered sur le motherboard du serveur. Donc, ça nous donne vraiment de la haute performance, de la faible latence, et puis avec aussi la réseautique qui est intégrée sur le CPU du serveur, et ça qui fait en sorte qu'on a on n'a pas de backplane dans le châssis, et on peut avoir des communications hyper rapides de serveur à serveur, ce qui peut être honnêtement idéal. Donc, l'autre item qui était cédulé pour être après le lancement du produit, maintenant ça commence, c'est disponible. C'est un modèle de switch qui est un Secure Router de Meraki qu'on peut mettre dedans qui nous donne des ports gig avec du PoE et aussi des ports SFP+, 10 ou 25 gigs pour pouvoir avoir usage multiple, euh, aider avec le besoin qu'on a dans la succursale. Ce que je n'ai pas montré aussi, si je reviens, excusez-moi, à la slide d'avant, c'est qu'on a aussi, il n'apparaît pas ici, dans le bas, ici, on voit les deux modules qui sont les modules de gestion de la plateforme, qui est le seul fil qu'on a vraiment besoin pour sortir. Vous allez le voir plus tard dans la démonstration. Et ça fait en sorte qu'on a une gestion redondante de la plateforme au complet avec une convergence. Et ces cartes-là peuvent aussi, ont la capacité pour pouvoir héberger les images qui vont être déployées sur les châssis, parce que tout ça, c'est géré en SaaS, mais on peut aussi cacher les images localement. Ça, c'est une slide sur les IMFC. Donc, euh, on est capable, et comme je vous avais dit, on peut les monter essentiellement comme on veut. Ces châssis-là, ils sont faits avec 18 pouces de profondeur. On peut les monter en desktop, on peut les monter contre le mur complètement flush, un wall mount, on peut les monter en 4-post, on peut les monter en 2-post rack. Et aussi, on a l'option de mettre un filtre en avant pour des environnements qui sont un peu plus poussiéreux. Euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est fait aussi pour rouler où est-ce qu'un humain peut travailler avec les mêmes températures et les mêmes conditions. On a aussi des fans de 80 mm en arrière qui sont serviceable indépendamment de l'orientation du serveur et qui sont très basses en volume ou en débit. On en est quand même assez fiers. On a eu un appel interne d'ingénierie, puis ils ont passé une demi-heure à nous parler de combien de temps ils ont dépensé et combien de fois ils ont changé les fans pour la plateforme. C'était drôle, mais on en est fiers. Donc, ça montre un peu l'agilité du système.
Et naturellement, les power supply qu'on avait dans le temps, c'était des 2400 watts. Depuis ce temps-là, on a upgradé aussi pour des CPU si jamais on a besoin de plus de GPU plus costauds. Et on a aussi l'option de DC 48 volts aussi. Donc, encore une fois, indépendamment du contexte que vous avez dans votre réalité, dans la succursale ou dans le Edge, je parle de Edge, mais il y a beaucoup de clients pour qui ça peut être vraiment le core de ce qu'on garde dans DC parce qu'on fait beaucoup de cloud computing, on s'entend. Fait que ça nous permet un peu de rouler l'infra local comme on fait avec du cloud. Donc, ça c'est pour revenir. On a la LAN qui peut être configurée pardon, en storage optimized. Ça veut dire qu'elle va avoir toutes les fentes disponibles pour des disques durs. Puis dans les disques durs NVMe, on est de 1,9 TB jusqu'à 30 TB par drive. Ça nous donne aussi beaucoup de capacité. Les ports de réseau en avant ne sont pas obligatoirement, ils ne sont pas utilisés. En fait, on n'a pas besoin de les utiliser. On est juste, si jamais il y avait un besoin OT qui fait en sorte qu'on voulait séparer physiquement une réseautique, on peut. Mais a priori, comme je l'ai dit, super clean, 5 serveurs dans un 3U avec un seul fil qui sort de là. On a la fente pour le GPU qui est ici avec le L4 ou le RTS 4500. Le 6000 est aussi venu. Et on peut aussi monter ça comme IO Optimized configuration où est-ce qu'on va ôter un disque dur, fait qu'on en a quand même trois. Et là, ça nous donne le choix d'avoir des cartes PCIe pour du input-output comme 4 cartes réseau, SFP+, ou du Fiber Channel. C'est quand même assez flexible. Étant donné que c'est un format de serveur plus dense avec un socket de 12, 20 ou 32, on est limité à 8 barrettes de mémoire, mais on est capable de mettre 768 gigs. Je pense que même plus que ça avec la mémoire qu'on vient de qualifier. Mais on ne va pas rentrer dans la discussion des prix de mémoire parce que ça, c'est la boîte de Pandora. Je ne sais pas si vous avez des enfants dans vos environnements qui sont des gamers. C'est plus une business bâtir des PC pour jouer des jeux. Ça coûte un peu des fesses. Bon. Et tout ça, on est aussi capable de créer une personnalisation par rapport au châssis. Euh, et il n'y a rien de ce qu'on gère avec cette plateforme. En fait, l'item le plus excitant de la plateforme, c'est comment on est capable de gérer des policies et des templates de configuration en objet même avant que la boîte soit existante ou découverte dans l'environnement. Et dès qu'elle est active, ben, on déploie le workload au complet. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps avec UCS, qui s'en vient de plus en plus populaire avec Unified Edge, mais je vais vous montrer comment on a augmenté cette capacité-là. Donc, naturellement, comme je vous l'avais dit, c'est interne, c'est du 27 gigs qui est interne à l'intérieur du châssis dans le midplane. Donc, on peut créer des systèmes hyperconvergés de 1, 2, 3, 4, 5 serveurs avec une une bonne passante entre les nœuds qui est excellente pour le stockage partagé, distribué, que ce soit du CEF, que ce soit de l'hyperconvergé, avec un fil qui sort de là. OK? Euh, et on est capable aussi de rajouter les Secure Outer Mode qui sont basés sur des Meraki 9300, qui est un Next-Gen Firewall avec des ports Gig PoE et des 2.5. Et naturellement, on a des CVD qui sont des Cisco Validated Design pour le stack au complet, que ce soit de comment on va déployer un workload en particulier, que ce soit Nutanix, que ce soit Red Hat OpenShift, avec nos partenaires. Donc, c'est comme un guide de déploiement complet pour une architecture référence sur laquelle on a passé 2000 heures hommes à valider, tester. Ça vous enlève le risque de dire, ah, je veux faire qualifier ou je veux tester cette application-là. Ça vous donne le peace of mind de savoir que c'est testé, validé et conforme. Maintenant, comment on opère cette belle plateforme-là? Ben, essentiellement, tout ce qui est gestion UCS chez Cisco, que ce soit un pizza box, un U, 2U ou un serveur de GPU à 8 GPU, que ce soit notre châssis qu'on fait depuis 2010 et nos serveurs LAN et Unified Edge,
On parle maintenant de ce qu'on appelle Intersite, qui est une option SaaS pour gérer la plateforme au complet. Et il y a trois saveurs de cette plateforme SaaS. Il y a complètement SaaS parce qu'on tape intersite.com et on gère nos environnements. On a aussi Intersite qui est Connected Appliance. Ça, c'est pour des environnements où ils disent, j'aime l'approche, mais je ne veux pas dépendre sur le cloud pour tout. J'aimerais avoir cette instance locale. C'est moi qui la gère dans une VM ou dans un container. Et elle est connectée à Cisco pour le support et les contrats de service, et ainsi de suite. Mais je veux, moi, avoir gestion centrale chez moi. Ça, c'est possible. C'est le même software qui s'appelle Intersite Connected Appliance. La seule différence, c'est qu'on déploie un container local qui est branché à Cisco, qui va héberger tout euh, le brain de la solution. Et pour des environnements qui sont air-gapped, militaires, ainsi de suite, défense, on a aussi l'option qui est Private Appliance, où est-ce que c'est toute cette beauté-là, mais qui est dans un container déconnecté d'Internet complètement. Le seul inconvénient qu'on perd avec ça, c'est le TAC connecté, c'est l'expérience de usager avec le TAC, parce que la plateforme peut donner toute cette information au TAC, mais ça reste quelque chose que nos clients ont comme réalité et on dessert ça. Donc, la beauté de ce qu'on fait avec UCS et Intelsat depuis très longtemps, c'est si vous voyez toutes les couches jusqu'au réseau, OK, la configuration de serveur, GPU, stockage, BIOS, ça fait longtemps qu'on le fait avec UCS. C'est un objet XML qui est défini par l'outil de gestion qui est Intersite et qui est appliqué au matériel en tant que tel. Ce qu'on fait de plus maintenant avec Intersite, avec Unified Edge, c'est qu'on amène ça deux couches plus haut avec l'OS et l'application en parlant de Blueprint. Parce que maintenant, c'est plus juste la configuration du matériel et du firmware qu'on va pouvoir gérer, c'est aussi l'image qui va être déployée sur le serveur et le châssis selon l'endroit, selon la policy, selon le besoin. C'est vous qui le définissez. C'est ce qu'on appelle des blueprints et c'est quand même assez intéressant. Et on prend cette fonctionnalité-là qu'on est en train de développer avec euh, Unified Edge et on va l'appliquer pour le reste du portfolio naturellement, mais c'est Unified Edge qui est le premier résident qui en bénéficie. Donc, à quoi ressemble essentiellement cette onboarding? Parce que, écoutez, on est capable de prendre, il y a un tag NFC aussi qui vient avec le serveur, qui parle au BMC, qui est le Bare Metal Controller. Donc, on peut même donner accès guest à n'importe qui dans une succursale qui va venir alimenter le serveur, le monter dans son desktop ou whatever, qui va venir avec son téléphone, qui va avoir accès guest à votre instance de SaaS d'Intersite et qui va dire, sais-tu quoi, j'aimerais onboarder cette pièce d'équipement. Il va scanner son téléphone, ça lui demande quel site. L'inventaire va être dédié ou être claimé dans le site un peu comme un genre de iCloud. Et le déploiement va commencer immédiatement selon ce qui existe comme politique. Là, vous avez défini, mettons, un workload qui dit j'ai trois serveurs Windows et un serveur Linux que je dois déployer là-dessus, avec ces versions d'OS, avec ces adresses IP, avec ces cartes réseau définies, il va l'exécuter. Euh, j'ai une démonstration que je peux vous montrer un peu qui est plutôt qu'une démonstration que je vais faire dans le GUI, pour vous donner un peu une idée à quoi ça ressemble dans quelques secondes. Et donc, ce modèle de déploiement de Blueprint est naturellement consistant et déployable à travers toute la flotte que vous avez. Merci beaucoup, Étienne, pour la traduction, à travers votre environnement. Et naturellement, étant donné que c'est fait dans des policies, on peut aussi avoir des versions par rapport à ça. Mettons que vous dites, ah, j'aimerais générer une version différente de cette policy pour euh, euh, changer, pour tester quelque chose, ben, on génère une nouvelle version et on peut l'appliquer à une grappe de devices qui sont quelque part, ou on peut aussi le faire de façon ponctuelle sur ce qu'on veut. Et étant donné qu'on est aussi location-based de cette façon-là, on peut aussi respecter les fenêtres de maintenance qui ont déjà été définies sur l'environnement complet pour faire en sorte que les nouvelles versions ou les changements peuvent être apportés seulement pendant ces fenêtres de maintenance-là. C'est excessivement bon pour être 100% flexible par rapport à ça. Et une chose que j'aimerais mentionner ici, c'est que
tout ce qu'on fait, parce qu'on en fait de plus en plus aussi dans le CLI, mais des fois, c'est complexe un peu avec les Terraform ou tu sais, les Server Cookbooks. Mais ce qu'on fait dans Intersight est CLI first, GUI second. Ça veut dire qu'on est capable de regarder n'importe quelle fonction qu'on est en train d'accomplir. On peut enregistrer cette fonction-là et l'exporter en PowerShell ou en Python. Je vais vous montrer un petit exemple de ça dans quelques secondes. C'est excessivement intéressant et puissant et ça enlève vraiment le fait qu'on vous dit, ah, tout est géré dans Intersight. Si vous avez un autre outil où est-ce que vous gérez vos configurations par CLI ou par Terraform ou Ansible, il n'y a aucun enjeu. Je vais rentrer dans la démonstration pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Désolé si ça a l'air un peu... Je suis à la mauvaise place. OK. Fait que là, mettons qu'on arrive ici sur le téléphone, on veut claimer un environnement. OK? Fait que là, on arrive ici, puis on clique sur Target sur le téléphone, et là, ça nous liste toutes les targets qui sont déjà dans le système. Là, on dit, OK, j'en ai un nouveau, fait que je dis plus, parfait. Alors, je vais claimer avec NFC. Excellent. Merci. Ça me dit, OK, claim, blablabla. Start. OK. Je sélecte quel endroit il va aller, cet système-là. Donc là, je m'en vais ici et je vais ajouter San Jose ou San Diego. Et là, je fais Done. Fait que là, il dit qu'il est prêt à être claimé. Je fais Claim. Scanne le device, s'il te plaît. Je scanne mon device. Tag, il va apparaître et l'équipement va monter directement dans l'inventaire d'Intersight. Et là, pourquoi c'est... Il faut que l'environnement est monté dans mon environnement. Ben, Intersight, ça, c'est la plateforme SaaS, à quoi ça ressemble. Tu as un dashboard de bienvenue qui va te montrer essentiellement tous tes serveurs, aussi les consommations, les throughputs. Pardon, je retourne le dashboard. Ça te montre les top talkers, le numéro de série, les throughputs, ainsi de suite. C'est vraiment des métriques. Et tout ce qu'on voit ici, en passant, est basé sur OpenTelemetry. Donc, on est capable d'exporter ça et de l'émasser dans n'importe quel outil intelligent qu'on a. Bon, fait que là, j'arrive à mes serveurs. Et là, ici, je vois que j'ai plusieurs serveurs dans l'environnement, dont deux ont des configurations ou des profils. Les deux autres, ceux-là, les trois autres, n'ont rien. Ils sont juste découverts et healthy. Je vais aller à un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Fait que là, j'arrive ici à un Unified Edge Store One. Naturellement, ça me montre l'inventaire, l'équipement. J'ai mes trois serveurs, j'ai pas de switch ici. Et je peux voir l'inventaire des chassis controllers et des configurations. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est, mettons, je regarde la topologie de ce châssis-là. Vous voyez que ça, c'est toutes des lampes. Ça, c'est des connexions internes des serveurs vers le management controller. Fait que ça, c'est toutes des connexions internes avec les deux fils qui sortent en uplink. Donc, j'ai une fabrique haute vitesse à l'intérieur et juste deux fils qui sortent. Maintenant, j'arrive ici. Workloads, et là, dans mon e-store, j'ai ce workload qui est défini pour cet endroit-là, où est-ce que j'ai la configuration du serveur Ubuntu 1, 2, 3, avec les configurations de l'OS, OK, username, password, puis tout ça est tapé dans l'objet. En fait, je peux exporter ça en objet XML et je peux aussi l'automatiser. J'ai aussi des maintenances plein de configurations de maintenance qui sont prédéterminées ou settables. Et bref, donc essentiellement, quand je crée ce déploiement e-store, il va prendre la configuration des serveurs qui vont arriver, il va me déployer mes trois instances de Ubuntu directement dessus.
à partir tout simplement du scan NFC que je vais faire sur la plateforme. Maintenant, l'autre chose qui est intéressante avec cette plateforme-là, étant donné qu'elle est connectée à Cisco, c'est ici, il n'y a pas vraiment, c'est un lab pour lequel il n'y a pas trop de advisory. Je vais vous montrer un environnement de laboratoire qui a beaucoup plus de security advisories, field notices, puis end of life. Essentiellement, si on détecte une faille de sécurité, que ce soit sur du code que nous on a, ou mettons sur la plateforme Intel ou Ubuntu qui roule à l'intérieur de la plateforme, on va la poster ici et ça va vous montrer essentiellement c'est quoi la faille de sécurité, quel objet dans votre environnement est affecté et comment apporter le correctif. Et on sait que la sécurité devient un enjeu de plus en plus important pour les compagnies parce que, naturellement, les joueurs néfastes utilisent la bonne technologie pour trouver des grosses failles de sécurité. On est aussi capable de gérer les fins de vie de cette façon-là. Et les field notices, ça c'est, mettons que on découvre qu'on a des batchs de mémoire qui n'est pas bonne. Dans le passé, on envoyait un fichier Excel avec des numéros de série et c'était à vous de vérifier si vous les avez, où ils sont installés. Maintenant, c'est dans ces field notice, mettons pour une batch de mémoire qui est fautive, qu'on aimerait remplacer de façon préventive. Vous allez voir l'alerte apparaître dans votre plateforme Intersite. Vous allez pouvoir driller down pour voir où elle est installée, dans quel serveur, dans quelle forme de serveur. Et vous allez aussi recevoir naturellement la pièce pour pouvoir la remplacer. Euh, Et comme je vous avais dit, OK, en passant. Fait que là, on arrive ici dans cette plateforme de gestion. La beauté aussi, c'est que euh, c'est une plateforme qui est SaaS. Donc, on n'a pas besoin de patcher, gérer et maintenir cette plateforme-là. Donc, vous arrivez un matin et si on regarde ici dans What's New, bon, je vais arriver premièrement c'est en Help Center, désolé. Je suis. OK. Là, Help Center. OK, quand on arrive dans Help Center pour Intersight, c'est excessivement bien classifié pour le type d'action qu'on aimerait faire dans la plateforme, que ce soit pour commencer avec les choses de base. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui comme activité, mettons qu'on voulait. Qu'est-ce que je peux faire avec un Unified Edge, le Fleet Management, le Workloads. Si je veux créer un cluster Nutanix hyperconvergé avec la plateforme, on est capable de le faire. Les pizza box traditionnels, comment on va faire ceci. Si je veux déployer la plans virtuelle, parce que c'est la même licence pour pouvoir prendre en contrôle et faire en sorte que tout le management est local, je peux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je reviens ici sur What's New et ça me dit à chaque, parce que la plateforme est exécutée ou elle est gérée en mode CI/CD, DevOps, donc elle est updatée fréquemment. Et là, on voit ici toutes les dates de, d'updates qui ont été faites dans la plateforme. Donc, si on voit, puis ça, c'est pas vraiment ça en temps réel, je veux dire, ce n'est pas fictif. C'est tous les changements qui ont eu lieu à chacun des mois. Euh, des fois, c'est de nouveaux features, puis souvent, ça peut aussi être des bug fixes. Naturellement, on vous donne aussi visibilité sur qu'est-ce qu'on planifie updater dans la plateforme, à quelle date. Donc, c'est quand même assez puissant comme outil et je trouve que c'est vraiment un différenciateur comme solution. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi avec Intersight ici, c'est s'en aller vers Code Generator et dire Record. Fait que là, ça commence à enregistrer les tâches qu'on fait dans l'écran. On s'en va au. Je suis juste environné ici, mais mettons que je m'en vais dans une template et je crée quelque chose de nouveau. Tu vois, je vais faire quelque chose ici. Workloads.
Et je suis en journée. Anyway, n'importe quelle opération que j'exécute dans la plateforme, une fois que j'ai fini, je m'en vais à Code Generator et je fais stop. Et ça me demande quel langage j'aimerais avoir mon code, que ce soit en Python ou en PowerShell. Je choisis et ça me permet de télécharger mon code de CLI pour pouvoir faire cette tâche si jamais je voulais à l'extérieur de la plateforme Intercept. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. OK. Là, j'arrête, je reviens ici. Je pense que j'ai terminé un peu ce que je voulais présenter. Super Je ne la sais pas balle, si... Marc. Je ne sais pas si entre-temps vous avez des questions, si ça vous donne une meilleure perspective sur les possibilités de cette plateforme-là. Je pense que ça amène une certaine réflexion pour ceux qui ont des environnements distribués ou que ça amène une certaine lourdeur pour pouvoir gérer ce type d'environnement-là ou des besoins d'inférence au edge. Vous êtes probablement en train de tester certains modèles IA pour certains besoins. C'est bien de le tester dans le cloud. Par contre, quand on arrive en production, s'il y a des données qui sont sensibles, s'il y a des besoins de performance ou mieux contrôler les coûts, une plateforme comme celle-là est assez intéressante. Donc, tu sais, l'objectif, c'est simplement de vous partager une genre de veille technologique pour vous permettre de réfléchir à c'est quoi les possibilités. Sachez que cette plateforme-là, elle offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités et ça vient s'intégrer dans la grande famille UCS. Si vous voulez prendre un moment, le 17 juin, c'est quand même c'est bientôt, mais c'est virtuel, donc ça implique pas que vous devez vous déplacer. Il va y avoir un atelier qu'on appelle un test drive. Donc, vous allez pouvoir vous familier avec la plateforme. Si vous êtes curieux de comprendre un peu plus en détail comment ça fonctionne, c'est quoi les possibilités, jusqu'à où vous pouvez aller, ben, le 17 juin, je vous invite à vous inscrire. On pourra vous partager le lien par la suite. Mais vous pourriez avoir accès à ce test drive-là animé par Cisco. Donc, c'est quand même un engagement d'une demi-journée, mais rien vous oblige à assister tout le long de la présentation ou de la session. Là. Vous pouvez valider certains éléments, puis par la suite, rester ou non. À vous de voir. Et si Donc, ça peut changer si ça peut changer votre vie, c'est pas beaucoup une demi-journée. non, exact, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de conclure. J'imagine que ça génère encore une fois des réflexions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on est joignable en tout temps. N'hésitez pas à contacter l'équipe TTI ou l'équipe de Cisco. Ça va nous faire plaisir de pouvoir réfléchir avec vous aux possibilités que ce genre de plateforme-là peut vous offrir. Puis, ben, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de main levée, on pourra conclure là-dessus en vous disant merci d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous de voir à cette nouvelle plateforme-là.